Monsieur Philippe Jackson, en fait, qui va venir nous parler de la recherche intersectorielle au cœur des enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc, Monsieur Jackson est professeur titulaire à l'École de psychologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Laval. Il est membre du Collège des nouveaux chercheurs et créateurs de la Société royale du Canada, chercheur régulier au Centre Cerveau et CIRIS et co-responsable de la fonction recherche et création à l'Obvia. Vous l'avez vu ce matin pour le mot d'introduction. Il vient vous faire une petite présentation sur la recherche intersectorielle à l'Obvia. Monsieur Jackson, le micro est à vous. Merci, Olivier. Donc, en bref, on a entendu parler d'interdisciplinarité tout l'avant-midi. Mon rôle est d'essayer de le définir un peu, d'essayer de réfléchir ensemble sur ce que c'est que l'intersectorialité, et ses défis. Peut-être donner un petit exemple aussi de mon cru et proposer une réflexion sur des solutions. Je vais présenter aussi l'Obvia pour montrer comment l'Obvia répond, je pense, à beaucoup des critères de l'intersectorialité et le promouvoit ou le promeut, pardon. Et je vais faire une annonce aussi en primeur, comme mon rôle de co-responsable de la recherche. L'intersectorialité, en fait, on pense souvent au terme multidisciplinarité, interdisciplinarité. On pense à des gens qui ont différentes formations qui se réunissent ensemble. L'intersectorialité va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle va aller au-delà des disciplines puis aller dans des grands secteurs. Les grands secteurs qui sont définis généralement par les sciences sociales, les sciences et génie, la santé. Et au-delà de ça, l'intersectorialité, c'est aussi d'aller au-delà des milieux. Je pense que c'est de briser les frontières, on dit souvent les silos. C'est au-delà des milieux, donc d'aller entre le milieu académique, le milieu industriel, la fonction publique, communautaire. Donc, c'est vraiment essayer d'abaisser ces barrières-là pour que les gens se rencontrent. Dans la définition, il y a le lien ici pour la définition du scientifique en chef, qui est une définition et plusieurs capsules sur l'intersectorialité. On met de l'avant l'idée d'un partage. Donc, c'est vraiment des gens qui se mettent ensemble avec une idée commune, vont partager cette idée-là, cet objectif, ce but commun-là. Puis, ça implique un éclairage nouveau. On parle souvent aussi de voir la perspective de l'autre secteur, des gens de l'autre secteur, de changer de perspective finalement. C'est de sortir de notre vision habituelle des choses, de la vie de tous les jours, et d'aller le voir dans le milieu de quelqu'un d'autre, comment la personne le voit. Et ça évoque, dans une autre vie, j'étudie les bases cérébrales de l'empathie, puis l'empathie, on l'a définie justement par le partage des émotions avec autrui et la capacité de prendre la perspective des autres. Donc c'est vraiment, l'intersectorialité, c'est un espèce d'exercice d'empathie aussi, qu'on accueille ce que les autres font, et on est capable de se mettre à la place de l'autre personne, mais quand même sans perdre de vue ce que nous, on fait, donc notre expertise à nous. Cette bidirectionnalité-là, en fait, de l'intersectorialité, c'est ce qui permet aussi de générer des nouvelles questions au-delà de au-delà des questions des gens des deux secteurs. Il y a plusieurs défis, évidemment, dans l'intersectorialité. Je pense que l'essentiel, on a vu aussi ce matin, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. C'est un effort de sortir, d'aller vers l'inconnu, de discuter avec des gens qui ne partagent pas le même vocabulaire que nous, les mêmes outils que nous. Ça peut être angoissant par moments. Il faut oser. Puis je pense que les gens on a parlé de généralistes tout à l'heure, mais des gens qui sont très bons à faire ça, de sortir et d'être à l'aise dans ces différents milieux-là, c'est certainement un atout d'être capable de le faire, donc de se mettre dans une position inconfortable par moment. Ce qui peut paraître des incompatibilités de certains objectifs, le fait d'avoir un but commun, rallie ça vers un autre objectif. Des sous-objectifs ou les altermotives peuvent être un petit peu différents, mais c'est un projet global commun. Ça permet d'aller dans la même direction. On voit aussi, on va donner des exemples tout à l'heure, que les échéanciers peuvent être différents d'un secteur à l'autre. Les attentes sont différentes. Donc, je parlais du langage, le langage, les mots, le vocabulaire, mais aussi la grammaire, comment on utilise un domaine, qu'est-ce qu'on entend. On avait un exemple ce matin aussi de qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence artificielle. Si on demande à tout le monde, on n'a pas tout le temps la même compréhension exactement. Si ça vient de la définition de quelqu'un qui
génère ou crée des algorithmes versus quelqu'un qui se penche sur les impacts sociétaux. Dans les solutions, ben, je vais parler des objectifs communs, mais je pense que ce qui est important, c'est l'aspect motivationnel. On est chez Ubisoft Laforge, on parle du jeu, l'aspect de plaisir, de voir ensemble, d'être motivé par ce but-là, c'est vraiment le moteur. Donc, ce que j'entendais ce matin, ce que j'entendais de tout le monde, c'est, en fait, c'est des gens passionnés. C'est des gens passionnés qui arrivent à sortir de leur silo et aller partager ce qu'ils ont à partager avec d'autres. Et de la même façon, c'est des gens qui sont à l'écoute des autres personnes. Donc, apprendre le vocabulaire des autres, évidemment. Instaurer des moyens et des moments où on parlait de lieux pour se rencontrer, de se rencontrer dans des milieux qui diffèrent de nos milieux habituels, sortir de l'université, sortir de nos laboratoires pour aller dans l'industrie, pour aller dans la communauté. C'est très important, autant dans l'autre sens, de voir des lieux différents. Parce qu'avec les lieux, il n'y a pas seulement il y a les connaissances, mais il y a comment les gens se sentent dans ce milieu-là aussi. Puis ce qu'ils sentent, ça véhicule et ça teinte leur perspective. Donc, c'est ça, adapter la perspective de l'autre, c'est, oui, voir les choses différemment, voir les choses comment les gens les voient, mais c'est aussi être capable de lâcher prise sur notre propre perspective. Donc, sortir de nous, comment on fait les choses, adopter la perspective de l'autre, ça nous permet d'avoir un regard critique aussi sur ce qu'on fait nous, de voir que, si c'est vu de l'extérieur, ce qu'on fait peut paraître différent ou étrange, ou je donnerai des exemples tout à l'heure aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir et de construire ensemble. La co-construction fait partie intégrale de l'intersectorialité. Je vais donner un petit exemple d'une collaboration que j'ai partagée avec Ubisoft Québec, le studio, et des chercheurs à l'Université Laval. On était des chercheurs en neurosciences, en facteurs humains, puis en robotique et apprentissage par machine learning, et plusieurs personnes chez Ubisoft. Puis le but du projet qui s'appelait Funny, c'était vraiment de trouver par des indices physiologiques des marqueurs de l'état physiologique du joueur, des marqueurs de plaisir, et d'essayer de développer un prototype de jeu qui pouvait détecter ça et s'adapter en fonction de l'état du joueur. Je vais passer, c'est pas pour présenter les résultats comme tels, ça a été une expérience extraordinaire avec plusieurs publications, plusieurs retombées. Mais ce que je voulais faire partager, c'est plus comment ça nous a ouvert d'une part et l'autre dans la façon de faire de l'autre. Donc, juste des détails, mais en laboratoire où on est habitué de travailler avec des stimuli visuels très contrôlés qui durent 3 secondes, qui flashent, puis qui arrêtent, puis qui flashent, puis qui arrêtent. Puis ça, c'est nos laboratoires. Puis quand on passe à un jeu vidéo, on a voulu utiliser un jeu commercial qui était dans Assassin's Creed, une des versions. Puis, c'est sûr que c'est pas du tout le même monde. Il y a plusieurs choses qu'on contrôle pas et tout. Donc, on a vraiment fait des accommodements pour essayer d'évoluer vers ça, voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec un jeu comme ça. Et des mesures physiologiques, quand on parle de mesures physiologiques, encore une fois, en laboratoire, c'est très contrôlé. Les gens s'assoient d'une certaine façon, ils ne bougent pas, on a des tapes par terre, puis ça. Ça reproduit plus ou moins bien un salon ou une chambre de jeu. Donc, on a essayé de faire le laboratoire un peu plus flexible, où est-ce que les gens étaient devant une station de jeu, comme un peu s'ils étaient installés chez eux avec des équipements commerciaux qu'ils sont habitués de voir et d'utiliser. Donc ça a été un genre de compromis, si on veut, mais pour rejoindre un peu les deux façons de faire. Le projet a évolué aussi en tenant compte, au travers des étapes, des contraintes, juste pour en nommer 2, mettons. C'est la publication en recherche, c'est très important. La publication, souvent on est habitué de publier, d'envoyer un résumé dans un congrès 2 minutes avant, pas 2 minutes avant, mais ça c'est la veille. Alors que quand on a des équipes d'industriels, ils veulent le voir d'avance, lire d'avance, des fois faire relire par le droit, etc., par le légal. Donc, il a fallu s'ajuster en termes de délai habituel. Puis de même côté, du côté du jeu vidéo, quand il y a une sortie de jeu vidéo qui s'en vient dans l'année, la fluctuation de la disponibilité des équipes varie beaucoup, puis en fonction de ce qui se passe dans l'industrie, dans ce qu'ils font. Alors ça aussi, il faut s'ajuster, il faut être au courant de ça. Puis la façon qu'on le sait, puis qu'on est au courant l'un et l'autre, c'est qu'on a travaillé ensemble et qu'on avait aussi du personnel, donc des étudiants,
qui avait des bourses, par exemple des bourses Mitax et autres, qui permettent d'aller dans le milieu puis de travailler dans le milieu pendant certaines journées et vice-versa. Donc, les retombées du projet, au-delà de l'aspect scientifique, c'est vraiment apprendre comment l'autre travaille. Brièvement, l'observatoire, en 2 mots, parce que je vois que mon temps file. L'observatoire IA, c'est vraiment, la mission, c'est, oui, trouver des solutions plausibles, mais aussi des opportunités qui émergent du développement de l'IA et du numérique. Je pense que la mission ou la raison d'être, c'est vraiment de passer par l'innovation sociale. Et on est très à l'affût de tout ce qui est équité, diversité, inclusion, évidemment. Les Anglois, la directrice générale de l'Observatoire qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et les personnes qui s'occupent du fonctionnement, ou journalistes, si on peut dire, de l'Observatoire. Et l'organigramme, je vais vous le passer, mais pour montrer qu'il y a des partenaires impliqués, il y a des membres chercheurs, il y a des membres consultatifs, dont des experts en IA aussi qui participent aux activités. Puis le comité scientifique comme tel, je parlais de, c'est des axes, oui, des axes traditionnels, si on peut dire, mais quand même variés. Puis il n'y a pas un membre chercheur qui est dans un axe seulement. À peu près tous les chercheurs ont 2, 3 intérêts qui se recoupent dans ça. Donc il y a vraiment de la fluidité entre les axes. Puis le fait d'instaurer des fonctions différentes, la fonction recherche et création, c'est ce qu'on est habitué de voir dans les regroupements de chercheurs. Mais des fonctions comme veille, enquête, délibération, ils vont sonder le pouls de la population, qui vont faire des enquêtes, voir ce qui se passe ailleurs dans le monde en termes d'intelligence artificielle et numérique. Politique publique qui va même se poser des questions sur peut-être comment on pourrait optimiser certains règlements, certaines lois. Donc, c'est par cette interdisciplinarité-là que, en fait, c'est par des activités de l'Observatoire qu'on vit l'intersectorialité. Donc, des missions à l'étranger, des partenariats, des papiers comme White Papers aussi, comme dernièrement sur les enjeux pour l'assurance, pour le domaine de l'assurance, par exemple. Le programme scientifique, on en injecte de l'argent pour de la formation d'étudiants, de bourses allant du collégial jusqu'à postdoc. L'incubateur d'idées innovantes, je vais laisser Ève vous en parler plus longuement tout à l'heure, mais qui est une initiative par et pour des étudiants avec la communauté. Et l'appel à projet, on a eu un premier appel à projet en novembre 2019 qui a financé 3 projets de 160 000 sur des thèmes très variés. Et en primeur aujourd'hui et maintenant, à partir de maintenant sur le site web, vous allez pouvoir voir qu'on lance aujourd'hui même un 2e appel à projet. 2e appel à projet dont les objectifs sont similaires au premier, c'est-à-dire de soutenir la recherche et la création, aussi soutenir les équipes, les chercheurs en émergence. Et c'est une enveloppe de 750 000 $ qu'on va diviser en projets jusqu'à 130 000 $ par projet. Ce qu'on demande aussi, c'est que les gens se regroupent. C'est-à-dire on demande que les gens soient ensemble. On demande qu'il y ait au moins 3 chercheurs qui soient interpellés par l'appel d'offres et pour chaque projet et qui interpellent aussi 2 axes. Puis les fonctions, comme je disais, il y a la fonction recherche, mais les autres fonctions, on demande aussi que le projet soit pertinent à une autre fonction ou comment il interpelle les autres fonctions de l'Observatoire pour les projets. L'information va être disponible sur le site web de l'Observatoire qui est là. Ça fait le tour brièvement de ce que je voulais dire, mais après moi, en fait, il y a 4 personnes de l'Observatoire qui sont soit boursiers, soit financés par des projets de l'Observatoire qui vont vous donner des exemples concrets de ce qui se passe ou ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les projets de recherche de l'Observatoire. Merci beaucoup.